Comme on en avait tout, ben on sait que le tout additionné ensemble, en vertu de Bauma, donne la superficie brute. Eh bien, on n'avait qu'à additionner tout ce qui était ici au complet et ça vous donnait ici 11 250 pieds carrés. L'exercice qui va suivre tantôt, vous allez devoir mesurer, pas avec une règle, là, vous allez prendre les mesures qui sont directement fournies pour calculer les rectangles, les surfaces et toutes ces choses-là. Il va être encore plus difficile l'autre exercice. Quel est le ratio LU? Bon, sachant le brut, on a le brut qui est ici, il faut calculer la superficie locative. Donc, quand on regarde les infos que nous avions, on avait des locaux alloués ou vacants. Mais c'est des locaux, c'est du utilisable. On a une cafétéria, ça c'est du commun. Toilette, c'est du commun. Corridor et entrée principale, c'est du commun. Mais on a la tuyauterie de l'immeuble. La tuyauterie de l'immeuble, ici, c'est évidemment une superficie de pénétration parce que c'est pour la mécanique du bâtiment. Et on ne l'a pas précisé tantôt, mais je vous le précise maintenant. Si jamais c'est moins de 1 pied carré, ça ne rentre pas dans le calcul. C'est écrit dans votre manuel, on ne l'a juste pas dit tantôt, mais si c'est moins, mettons un petit tuyau là, gros comme ça, qui passe à travers le plafond, on ne va pas le calculer. On ne va pas le calculer, on va devenir fou là, à calculer tout ça. Donc, c'est 1 pied carré et plus. Donc, à ce moment-là, on va le calculer. Donc, la tuyauterie de l'immeuble ici faisait 50 pieds carrés, des gros tuyaux. Et donc, bref, à ce moment-là, c'est évidemment à considérer comme superficie de pénétration. Donc, 11 250 ici, moins 50 pieds carrés qui donne 11 200. Je vais mettre un petit L à côté pour bien l'identifier. Superficie locative ici. Ensuite, nous avions, en fait, il y a plusieurs chemins possibles. Hein. On peut additionner tous les bureaux, on peut additionner tous les espaces communs et les déduire. Vous savez, il peut y avoir plus qu'un chemin qui arrive au même endroit. Le chemin ici a été de calculer tous les espaces communs et de les déduire. C'est aussi bon que si vous aviez additionné tous les bureaux, ça aurait donné la même chose, évidemment. Donc, on avait ici au total 4700 d'espaces communs. Donc, locatif moins espace commun donne l'utilisable. Je vais mettre un U à côté, évidemment, pour qu'on le comprenne bien. Donc, l'utilisable de 6500. Eh bien, locatif sur utilisable, le ratio, ben là, ici, il est majeur parce qu'on a des gigantesques cafétérias et corridors. 1,7231. Donc, le ratio ici est de 1,7231 au niveau du ratio LU. Quelle est la superficie locative sur laquelle sera calculé le coût de loyer? Évidemment, on faisait référence dans la question ici directement, c'était le bureau numéro 2, je crois. Celui qui est vacant ici, donc on expliquait ici que c'était le vacant, en fait, qui était à considérer ici, le numéro 2. Donc ici, donc on avait 2003 fois 1,72, donc 3963 et 0,8 évidemment, pieds carrés. Évidemment, c'est un très gros ratio élu. Là, normalement, c'est pas tant gros que ça. C'est les données du problème, évidemment, qui présentent ceci. Mais c'est aussi un exemple parfait de pourquoi Bauma 96 et 2010 et suivantes, ils ont décidé d'inclure un processus de calcul plus complexe pour tenir compte des éléments qui sont communs à l'ensemble de l'immeuble. Et ne pas faire payer juste les locataires. Vous avez 1,70. Est-ce que, en fait, Sylvie, est-ce que vous aviez 11 200? Est-ce que vous aviez 11 200 ici sur 6 500? Vérifiez que, parce que c'est clairement, il y a quelque chose dans le pitonnage. Peut-être que vous avez mis 11 000 peut-être quand vous l'avez pitonné. Essayez, vérifiez ici. Parce que vous les avez ici. Normalement, ça devrait donner, je vais le pitonner pour le valider, là, 11 200 divisé par 6 500. Ça donne bien l'information qui est à l'écran. Je vais essayer avec 11 000, tiens. 11 000 divisé par 6 500, voir si c'est là l'erreur. Non, j'arrive pas non plus à la vôtre. Peut-être juste accrocher un piton en faisant l'exercice. Refaites le calcul que vous avez à côté du point rouge ici. Puis, normalement, vous devriez, évidemment, vous faisiez 65 000, 6 550, ben voilà l'erreur. Voilà ici. Les tuyaux, ils ne rentrent pas dans l'utilisable. Donc, la tuyauterie, ça ne rentre pas là-dedans. Donc, c'est ici tout simplement 6 500. Il vous manquait un 50 pieds carrés, probablement de la tuyauterie. Ça n'est pas grand-chose, mais voilà ici pourquoi vous aviez une petite différence. Je pose la question sommairement. Qui avait trouvé le bon ratio LU ici, qui était arrivé au bon calcul? Ça devrait être pas si pire que ça. Je fais un petit sondage rapide pour tout le monde ici.
On peut l'écrire au clavardage, tout simplement. Réussi, oui ou non, en fait. Est-ce que vous l'aviez eu ici? Donc, c'est pas difficile, hein? Vous voyez que c'est pas très complexe. Je vais vous en faire un autre un petit peu plus complexe. Mais les questions que vous allez avoir à l'examen final, parce que BOMA, évidemment, vous le doutez bien, sera l'examen final, il n'y aura pas de plan, là, il n'y a pas d'inquiétude, mais il y aura des questions. Des questions sur les cloisons, des questions sur les fenêtres, des questions sur les colonnes, des questions de calcul de ratio LU, par exemple. Donc, des questions simples, sommaires, sur cette matière-là ici. Plus simple peut-être que l'exercice qu'on va faire dans quelques instants. Donc, voilà ici, quand même très important de connaître les notions de base concernant BOMA. Nous revenons dans le cahier d'exercice et on va aller faire, je dirais, pas nécessairement le plus difficile, parce que c'est pas tant difficile que ça, mais c'est celui qui a le plus d'étapes. Page 159 ici. On va aller voir l'étude de cas numéro 2. Donc, étude de cas numéro 2 ici. Et on va regarder ce que vous allez faire ici dans ce scénario. Donc, page 159. Donc, ça, c'est notre dernier gros calcul BOMA, parce qu'après ça, on va faire autre chose. Mais ça résume tout là-dedans. Les superficies intérieures brutes, les colonnes, les murs, les fenêtres, tout ce qu'on a dit est dans cet exercice. Donc, vous avez rendez-vous avec votre cliente, Madame Bertha Rousseau, bon. Vous avez un plan. Toutes les dimensions sont en pieds ou en pieds carrés pour les surfaces. OK, donc 200 pieds carrés, ça c'est 100 pieds, c'est 3 pieds d'épaisseur ici. On ne le dit pas pour le bureau B, mais considérez que le 2 pieds d'épaisseur de cloison, c'est 2 pieds. Si on suppose que c'est le même mur là, horizontalement ici, donc le 2 pieds qui est là, c'est comme le 2 pieds qui est ici. OK, donc, c'est pas marqué, mais c'est implicite au scénario ici. Et vous avez des notes en bas. La fenêtre fait 75% de la hauteur du mur. Et il y a une fenêtre ici, vous la voyez, elle est ici, la fenêtre. Et les petits carrés, vous voyez, il y a 4 petits carrés, ils font 1 pied par 1 pied. C'est marqué dans A. Qu'est-ce qui est marqué dans A? Attendez, est-ce que j'essaie de comprendre ce que vous me dites ici. J'ai dit, c'est marqué dans A. Dans A. La question A. Attendez, 2 pieds. Attendez, qu'est-ce que vous dites, 2 pieds? Oui, c'est 2 pieds ici, effectivement. C'est marqué dans le A, c'est ça, ok, je comprends ce que vous voulez dire. L'épaisseur, oui, ok, je pensais à la question A. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans la question A qu'il faut que je sache? Non, effectivement, le bureau A, il a 2 pieds. C'est juste que souvent, la question m'est posée pendant l'exercice. C'est quoi l'épaisseur ici du bureau B? Bien, considérez qu'horizontalement, c'est tout 2 pieds. OK, c'est 2 pieds ici, c'est 2 pieds ici. C'est des beaux murs, des murs très solides. Il y a 2 pieds d'épaisseur. Les 4 petits carreaux que vous voyez ici, c'est des colonnes. OK, donc c'est 4 colonnes ici directement et elles font 1 pied par 1 pied, les colonnes ici. On vous demande, comprend pas les concepts de superficie de pénétration et d'espace utilisable, donc définissez qu'est-ce que ça veut dire. Donc, une définition de ces deux concepts. Ensuite, quelles sont les règles à respecter dans le calcul d'une superficie intérieure brute? Donc, définissez les règles du calcul de la superficie intérieure brute. Ça va vous faire rappeler tout ce qu'on a vu tantôt. Et la question C, beaucoup de calculs, déterminer la superficie locative du bureau A. Donc, la superficie qu'on louerait. Donc, le nombre de pieds carrés total à louer. Pas physiquement, mais incluant la majoration du ratio LU. Vous devrez donc tenir compte du ratio LU. Puis, pour vous simplifier la vie, au niveau des calculs, ne tenez pas compte des portes des bureaux, c'est-à-dire considérez que devant la porte, de chaque côté, on fait comme s'il y avait un mur tout simplement pour fin de l'exercice, parce que même pour les portes, il peut y avoir des règles particulières, mais là, on rentre dans des détails et là, on tombe dans des situations très particulières à chaque fois. Faites comme si le mur était plein pour les fins de l'exercice seulement. Donc, vous y allez et quand vous avez terminé, vous placez votre pouce. Comme j'expliquais tantôt, si vous ne pouvez pas faire l'exercice ou durant l'exercice, vous avez un empêchement, mettez la petite horloge. Comme je vois que les horloges qui sont là présentement, c'est parfait. Au moins, on sait qu'on n'attendra pas pour la correction. Allez-y, et il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui, à l'examen final, vont être posés d'une façon ou d'une autre lors des questions à choix multiples ou à développement. Donc, allez-y, placez votre pouce quand vous avez terminé.
Prends quelques instants à faire un petit rappel de ne pas oublier de placer votre pouce quand vous avez terminé. On voit que les pouces ont commencé à apparaître tranquillement, pas vite, donc on va se donner quelques minutes de plus pour aller chercher la grande majorité et on va procéder à la correction.
Je prendrai quelques instants, peut-être en même temps aussi faire un petit sondage pour les présents, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas terminé, seulement ceux qui n'ont pas terminé. Peut-être m'envoyer un petit mot en clavardage privé ou en public, peu importe, indiquant genre 5 minutes, 3 minutes, 8 minutes pour finir l'exercice environ. Ça me permet de savoir finalement qui est en train de compléter l'exercice, la quantité et à peu près le temps. Donc, juste envoyer un petit sondage rapide dans les clavardages privés et j'annonce la correction. Je vais y aller avec la moyenne, donc on va corriger dans 3-4 minutes. 3-4 minutes, on procède à la correction, soyez pas trop loin, on va le détailler étape par étape. Dans 3-4 minutes, soyez pas trop loin.
regarder la solution. Donc, on va passer étape par étape. Après ça, on va parler des carnets d'entretien, sommairement, voir un peu ce que c'est. On va parler aussi des classes d'immeubles ABC. Donc, on va finir, si on peut dire, avant d'attaquer les loyers effectifs nets, vraiment voir tout l'aspect des immeubles, là, des particularités à savoir. Donc, on va regarder ça ensemble. Ce sera pas bien long. Je vais aller me positionner ici dans notre chose ici. Ce sera pas long. Donc, étude de cas numéro 2, page 348. 348, ça sera pas bien long. Juste le temps de défiler toutes les pages. Et voilà notre plan ici. Donc, on y va. Donc, on avait certaines informations ici. Et ça, on y va. Première question, c'était d'expliquer les concepts, finalement, de superficie de pénétration et d'espace utilisable. Donc, d'expliquer les concepts. Donc, la superficie de pénétration, c'est la superficie qui sert au système de l'immeuble. Donc, ventilation, plomberie, circulation verticale des occupants. Et les espaces utilisables, c'est les bureaux. C'est les bureaux loués, c'est les espaces qui sont loués par les locataires ici. Donc, voilà des définitions importantes parce que dans un examen à l'OACQ, on pourrait ne pas vous demander des calculs complexes, ça je peux comprendre, mais des questions à choix multiples pourraient vous demander, par exemple, ça, selon le plan ou selon l'information, c'est quoi? Ou exemple, qu'est-ce qu'une superficie de pénétration? Et là, on vous donnerait des choix de réponse avec peut-être des pièges là-dedans. Par exemple, on vous mettrait une liste. Conduit de ventilation, cafétéria. Oh, attention, cafétéria, ça ne rentre pas dans les superficies de pénétration. Donc, bref, voyez, juste garder en tête qu'il faut connaître un peu les termes associés au métier. Vous constatez que la superficie intérieure brute est calculée tenant compte des colonnes. Votre client dit, évidemment, qu'il y a une erreur dans le calcul, vous demande pourquoi. En fait, les règles respectées, évidemment, c'est que les calculs au niveau de la superficie intérieure brute ne tiennent pas compte des colonnes. En fait, le truc est le plus simple possible. Faites comme s'ils n'existaient pas. Vous les oubliez et vous calculez que c'est quoi la surface. Ça, c'est le meilleur truc. Vous n'avez aucun calcul. Donc, le 1 pied par 1 pied qu'on vous donnait ne servait absolument à rien pour les fins du calcul. On fait comme si ça n'existait pas, tout simplement. Et on mesure toujours les superficies intérieures en fonction des parties dominantes. Donc, les murs sur les côtés où il y a des fenêtres. S'il y a plus de fenêtres que de murs, on mesure jusqu'à la fenêtre. À côté, comme on disait tantôt au clavardage, ou bien à côté au mur si le mur est plus important. Donc, 50% et plus de fenêtres, c'est la fenêtre. Moins de 50% de fenêtres, c'est le mur à ce moment-là. Donc, tout simplement, se rappeler, évidemment, qu'on y va avec le plus important dans ce qui se retrouve sur les murs. Et là, le calcul. Donc, là, on y va. Donc, là, vous aviez, évidemment, plusieurs éléments à calculer. Premièrement, ici, c'est juste pour la portion fenêtre. Juste pour la portion fenêtre. Question en privé qui m'a été envoyée. C'est juste pour la portion fenêtre. C'est-à-dire que si on a un grand mur, OK, regardez, je vais faire un petit dessin, je vais l'effacer après. J'ai un grand mur comme ça ici. Et j'ai une fenêtre comme ça. OK, donc imaginez que je regarde un mur en ce moment. Eh bien, en bleu, je vais mesurer jusqu'au mur. Après ça, je vais mesurer jusque dans le creux de la fenêtre. Je vais ressortir comme ça et je vais mesurer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien mon dessin, là, l'espèce de perspective là, au niveau de la profondeur. Donc, vous voyez, on mesure jusqu'au mur, on va jusqu'à la fenêtre, on ressort de la fenêtre et on continue jusqu'au mur. Parce que là où il n'y a pas de fenêtre, on ne peut pas aller en profondeur. Là, c'est clair que c'est le mur qui domine. C'est la partie dominante. C'est pour ça qu'il faut penser verticalement. Il ne faut pas penser horizontalement. Il faut penser verticalement. Et on y va comme ça. Oups, ça renfonce dans la fenêtre. Oups, ça ressort de la fenêtre. Et on continue. C'est comme ça ici qu'on doit le calculer. En espérant aussi que vous avez calculé l'exercice de la même façon. Donc, il peut y avoir différents chemins. Mais voyons le chemin qui a été adopté ici, parce qu'au final, ce sont les mêmes données numériques. Si vous n'avez pas fait d'erreur de calcul, un chemin ou l'autre, c'est sûr que certains chemins ne sont pas possibles non plus. C'est variable. Donc, on va regarder ici. Commençons par calculer ici la superficie locative du bureau A. Et pour y arriver, il faut calculer la brute intérieure. Toute. Donc, commençons par regarder qu'est-ce que ça donne au niveau longueur. Donc, dans le dessin, nous avions 100 pieds et on doit aller intérieur des murs. Donc, on va enlever 3 pieds à gauche et 3 pieds à droite. Donc, ça fait 100 moins 3 moins 3. Donc, ici, on va se retrouver, pas ici, en fait, ici directement, 100 moins 3 qui donne 94 pieds, évidemment, de long. Je vais peut-être changer la couleur pour une couleur un petit peu plus pâle ici, et voilà. La largeur, debout. Et là, la fenêtre, on peut la calculer après.
Donc, c'est la même chose, c'est 90 comme ça, moins 3, moins 3. Donc, c'est ce qu'on avait ici, 90, moins 3 en haut, moins 3 en bas, parce qu'on s'en va à l'intérieur. Mur intérieur, pas au centre des cloisons, mur intérieur. Donc, 90 moins 3, 84. Donc, si on multiplie les deux, calcul assez simple, 7896 pieds carrés. Mais là, on n'a pas tenu compte des fenêtres, ou de la fenêtre en réalité, et on vous dit les colonnes, on les oublie. Donc, si vous avez calculé les colonnes là-dedans, vous avez enlevé, mettons, 4 pieds carrés, vous avez considéré les colonnes. Il ne faut pas considérer les colonnes. Fait que le meilleur truc, on les oublie. On les oublie, les colonnes. On fait comme s'il n'y en avait pas. Dossier réglé. La fenêtre. Donc, la fenêtre, on vous disait dans le scénario qu'elle faisait 75% de la hauteur. Évidemment, devant le mur, à cet endroit-là. Donc, il y a une profondeur de fenêtre de 2 pieds. Hein? Vous aviez le petit 2 pieds ici avec le trait, juste ici. Et c'est 10 pieds de long. Donc, ça fait 2 pieds par 10 pieds. Ça fait 20 pieds carrés. 2 par 2 fois 10 fait 20. Donc, ça fait un petit creux de 20 pieds carrés ici. Donc, on l'ajoute. On l'ajoute ici. Donc, 7896 plus 20 pieds carrés, 7916. Donc, 7916 ici. Pieds carrés. Ça, c'est un truc. Essayez pas de commencer à calculer les deux rectangles en même temps. On fait un premier et on fait le petit deuxième. Même chose si vous auriez un trapèze, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise, mais calculez peut-être juste le rectangle, puis après ça, calculez juste le triangle. Ça peut être des trucs, des fois, pour se simplifier la vie. On peut décortiquer une figure et d'en arriver au calcul. Maintenant, donc, la superficie locative, c'est quoi? Il y avait dans le dessin l'ascenseur de 200 pieds carrés. C'était la seule superficie qui était de superficie de pénétration. 200 pieds carrés. 10 par 20, si vous préférez, mettons. Donc, on va aller calculer. C'est superficie locative ici. Ça, c'est le L, très important. 7916 moins 200 pieds carrés. On vient de trouver le premier élément de comment je peux dire ça, de la formule du ratio LU, L sur U. On a trouvé le L ici. Maintenant, on pourrait tenter de trouver la superficie des espaces communs. Peut-être ça se faisait, peut-être ça se faisait pas avec les données, mais on s'est dit, il nous manque le U. Pourquoi pas calculer le U directement? Ça va être beaucoup plus rapide que commencer à passer par un autre chemin. Pourquoi aller à Québec si on va aller à Toronto? Bon, c'est sûr, si vous venez de Rimouski, c'est différent, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est allons-y au U directement et on va aller chercher la longueur du bureau A, la largeur du bureau A et ensuite la même chose pour le bureau B. Donc, si on regarde les infos, le bureau A, je vais enlever ce qui ne sert plus et voilà, j'enlève ceci. Le bureau A, on avait 40 ici. Mais le 40 a déjà le 3 pieds d'enlevé à gauche. Il n'est pas dans le calcul. Donc, il commence ici, je vais mettre un trait, il commence ici, et j'ai besoin de l'autre bord au centre du mur. C'est pas facile à dessiner là, avec la souris. Vous voyez ici, au centre du mur. Mais mon 40, il va un pied de trop, parce que le mur a 2 pieds, il s'en va un pied de trop. Donc, on va le ramener d'un pied, donc 40 moins un pied, ça donne 39 pieds de long. Et verticalement, on avait ici 45 ici. En haut, c'est parfait. En haut, on est correct. Mais en bas, on descend 2 pieds de trop parce que quand on fait contact avec un autre type de surface qu'un bureau, c'est à l'intérieur du mur ici. Pas au milieu, c'est l'intérieur du mur. Le mur ayant 2 pieds, on remonte de 2 pieds. Et voilà pourquoi vous avez, à cet endroit-là ici, 40 moins 1 pour la longueur, c'est bon, 39 pieds. Et la largeur, 45 verticalement, moins 2, on remonte. Moins 2, et ça donne 43 pieds intérieur du mur ici. Donc 45, on remonte de 2, ça fait 43 pieds. Donc si on fait le calcul d'une surface habituelle, base fois hauteur, donc vos coûts ici. À cause que c'est exactement à cause que c'est la cafétéria, exactement. Exactement, c'est un autre type qu'un bureau. Dès que c'est un autre type qu'un bureau, on se met à l'intérieur du bureau. Si c'était un autre bureau, on se met au centre du mur. Donc, voilà ici pourquoi. Donc, ça donnait 1677 pieds carrés. 1677 pieds carrés. L'autre est un petit peu plus compliqué.
Le bureau B, l'information est présentée différemment. Donc, le truc que vous pouvez faire dans ce temps-là, là, tracer des lignes de là où vous voulez calculer. Donc, moi, je veux centre du mur ici, entre les deux bureaux. Je veux ici, en haut. À droite, je veux ici. Et en dessous, je veux ici. OK? Je veux ici. Donc, comment arriver horizontalement, la longueur? Comment arriver à cette longueur-là? J'ai pas le 40. Vous voyez, à gauche, j'ai le 40 qui m'avait été donné, juste ici. Je vais l'enlever après. J'ai un 40, mais à droite, j'ai rien. Fait que ce qu'on va faire, on va partir d'en haut du 100 pieds. Donc, le 100 pieds qui est en haut, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever 3 pieds à gauche. Je vais enlever le 40 qui est ici. Ça va me ramener jusque ici. Je vais rajouter plus 1 pour me remettre au centre. Et à droite, je suis trop loin. Je vais enlever 3 pieds. Fait que voyez-vous, j'ai 100, moins 3, moins 40, et je me retasse un peu, plus 1. C'est ça qui est l'idée ici. Donc, 100 au total, extérieur de la bâtisse. Donc, moins 3, je me ramène au centre. Moins 40, plus 1. Les fenêtres, nous les isolons toujours en haut de... C'est 50% et plus. 50% et plus. Non, j'avais compris que nous prenons la mesure intérieure de la fenêtre sur... Non, c'est verticalement. Il faut que vous ayez une pensée verticale. C'est, je regarde la fenêtre devant la fenêtre. Donc, là où il y a du mur, il n'y a même pas de fenêtre. C'est le mur. Dès qu'on arrive devant la fenêtre, on va en profondeur. Et c'est comme ça qu'on fait ici. Donc, c'est vraiment directement. Donc, non, c'est vraiment devant la fenêtre. Parce que sinon, vous imaginez une fenêtre, si la pièce est vitrée, il va en penser verticalement. Pensez verticalement. OK? Donc, vous avez un grand mur. Regardez, je vais faire votre dessin, Yvan. Vous me dites une fenêtre à 60%, mais regardez, je vais prendre un tableau blanc, si je ne fais pas planter le système. Un grand mur. OK? Un grand mur. Et vous avez ceci comme fenêtre. OK? Vous avez une fenêtre, exemple, comme ceci. Ça, c'est votre fenêtre sur votre mur. OK? Et le petit bonhomme, il est là comme ça ici, qu'on comprenne bien la perspective ici. Et voilà. Bon. Ben, si je dessine en bleu, je vais mesurer le mur comme ça. Je vais rentrer dans la fenêtre à cet endroit-là. Je vais ressortir de la fenêtre ici et je vais finir au mur comme ça. Voyez-vous un peu comment on mesure? Fait qu'il ne faut pas penser horizontal. Il faut penser vertical. Comme un scanner. Vous scannez comme ça. Donc, vous y allez, mur, profondeur, vous sortez et vous continuez. Et voilà. Pourquoi on ne peut juste pas 100, moins 3, pour savoir la longueur des superficies utilisables? Au final, oui, vous auriez pu, c'est ce que je disais, Sylvie, il peut y avoir plus qu'un chemin possible. Il peut y avoir plus qu'un chemin possible qui peut mener au même calcul. Donc, n'ayez pas d'inquiétude, ça peut être très bon aussi de dire, regarde, on va tout le calculer d'un coup, je ne me casserai pas la tête, tout l'utilisable sans distinction. Sauf que tantôt, on aura besoin de la superficie du bureau A pour les fins de calcul. Donc, c'est juste pour ça qu'on a fait la B en même temps. Parce que gardez en tête que des fois, on aurait pu vous demander la B. Quel est le ratio élu sur la superficie B? La superficie locative, par exemple, A et B. Là, vous auriez eu un problème à ce moment-là, il aurait fallu décortiquer. Mais vous avez raison, ça aurait fonctionné de la même façon. Donc, 100, moins 3, moins 40, et on s'en retasse un petit peu, plus 1. Donc, on vient de régler notre problème ici de superficie au niveau, pas de superficie, de longueur, au niveau de notre bureau ici. Donc, je vais le barrer. 100, moins 40, moins 3, plus 1, ça donne 55 pieds. Et la largeur, ben, elle est pareille. Les deux bureaux, c'est la même largeur que tantôt, donc 45 moins 2, 43. C'est exactement la même que tantôt. Et donc, ça nous donne les superficies ici, la superficie de 55 par 43, 2365 pieds carrés. Si on additionne les deux utilisables, c'est un peu, Sylvie, peut-être le chemin que vous avez pris tantôt. Donc, 4042, les deux ensemble. Et donc, le ratio élu, L sur U, 1,909 ici. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est la moitié du mur pour un bureau. Oui, soit. C'est exactement. Quand vous êtes en contact bureau
et bureau, c'est-à-dire de type utilisable. On va séparer entre les deux. C'est seulement quand votre bureau fait contact avec une autre catégorie, comme un mur extérieur, comme les toilettes, espaces communs, comme les corridors, les ascenseurs, vous prenez en dedans du bureau. Mais quand c'est deux bureaux, on ne fait pas de chicane de locataire, on tranche en plein milieu. Voilà pourquoi. Pour pas qu'il y ait de chicane de locataire, on tranche en plein centre du mur ici, directement. Et donc, le ratio LU fois le bureau A, 3201 pieds carrés. Encore une fois, ici, c'est un exemple avec un méga ratio LU, parce que la moitié de la pièce était de l'espace à vivre. Donc, bref, voilà pourquoi. Ça donne un méga ratio LU. Mais voilà comment on décortique aussi un calcul. On calcule l'intérieur, on calcule les superficies de pénétration, on calcule le locatif, on calcule l'utilisable, dépendant des chemins que vous avez, et on en arrive au calcul final à la toute fin. Moi, il m'a été rapporté à l'examen de l'OACQ que quelque chose semblable à ceci a été demandé. Et la figure, je vais vous la dessiner dans un tableau blanc. Il y a un étudiant qui me l'avait dessiné. Écoutez, évidemment, votre examen, ça ne sera peut-être pas ça, mais il m'avait dit, tu avais quelque chose comme ça, et tu avais un bureau comme ça ici. Et le bureau, c'était celui-là ici. Ça, c'est ce qu'il m'avait fait comme dessin à l'époque. Je vous parle de ça, je pense qu'Obama était président. OK? Ça fait un petit bout de temps, là. Donc, bref, voilà ici ce qui m'a déjà été rapporté comme ça. Donc, il fallait calculer. Donc, vous voyez que vous pouvez décortiquer. C'est comme un triangle, on coupe en deux. Il y a moyen, évidemment. Vous le voyez pas? Comment ça, vous le voyez pas? Est-ce que vous voyez pas mon dessin en rose que je viens de faire ici? Ben voyons donc. Êtes-vous sérieuse? OK. Attendez une minute. Je vais essayer de le redessiner dans un nouveau tableau blanc, peut-être. Il y a peut-être encore un bug avec SVI. Donnez-moi un petit instant. Ouais, peut-être que c'est à l'autre. Je vais en faire avec un autre dessin ici. Regardez bien. Je le redessine ici encore. Quelque chose comme ça ici. Je ne sais pas si tout le monde le voit maintenant. Est-ce que tout le monde voit en bleu maintenant? Je l'ai redessiné ici. Là, ça fonctionne. Bon. Cherchons pas à comprendre. Faisons qu'accepter, tout simplement. Ici, eh bien voilà, le bureau, il était dans une grande surface et c'était un coin de bureau. C'était un coin de bureau. Ça, c'est ce qui m'a été rapporté d'un étudiant qui me l'a dessiné il y a quand même assez longtemps de ça. Fait que vous aviez un coin, donc vous aviez les dimensions, vous aviez les épaisseurs de murs, vous aviez peut-être des colonnes dans l'histoire, il y a un angle, donc n'oubliez pas tout ce que vous avez appris de votre cours, de votre cours de mathématiques, la géométrie, les rectangles, les triangles. Je ne pense pas qu'ils vont vous mettre un cercle là, quand même, mais je vous dirais en toute honnêteté que ça fait longtemps, très longtemps, que je n'ai pas eu de compte-rendu par rapport à un dessin dans les examens. Donc, je veux juste vous le dire, ça a déjà été demandé, mais je vous parle de ça il y a très longtemps. Il y a très, très longtemps. C'est toujours référentiel, ils ne l'ont pas enlevé, évidemment, mais peut-être, ils se sont peut-être dit aussi que les taux de rendement interne étaient peut-être plus utiles que calculer la surface, alors qu'un expert aurait mis la surface sur son plan. Tu sais, ça fait un peu niaiseux d'avoir un plan qui n'a pas la surface, alors que l'expert, il le met normalement. C'est comme un certificat de localisation, puis ils ne mettent pas la superficie de l'immeuble. OK, mais pourquoi qu'ils le fait d'abord? Tu sais, peut-être c'est pour ça qu'ils ont arrêté de le faire, ou du moins, pas de nouvelles dans les comptes rendus. Mais vous savez comment faire. C'est pas non plus, évidemment, si complexe que ça. Dans la vraie vie, est-ce que nous aurons la chance de perdre une transaction de location? Est-ce que nous aurons la chance de perdre... Vous aurez la chance de perdre une transaction? Vous voulez perdre une transaction de location, si je comprends bien? Alors moi, c'est pas ça que vous vouliez dire, juste peut-être me clarifier, parce que la chance de perdre, tout le monde a la chance de perdre une transaction, il y a juste à pas la prendre. Juste que je comprends. Non, mais en fait, vous n'aurez pas ces calculs-là à faire. Comprenez bien que le but ici des calculs, c'est de voir si vous comprenez bien les règles BOMA. Mais dans la vraie vie, les plans BOMA sont complets. Il ne manque jamais rien dans les plans. Vous avez le plan complet, vous avez les superficies exactes indiquées pour chacun. Donc non, vous ne ferez pas ce genre de calcul-là dans la vraie vie parce que les plans sont déjà faits. Mais pour valider, si vous comprenez ce que ça veut dire le plan, on fait à croire dans les examens, exemple, exercice, on vous enlève des infos pour voir si vous savez d'où vient l'information. Est-ce que vous comprenez les superficies intérieures, superficies de pénétration? Mais un expert qui ferait un plan incomplet, c'est pas un expert.
Comprenez? Donc, c'est plus pour valider la compréhension que de devoir faire ces calculs-là dans la vraie vie. Je reviens donc au manuel, ici directement. Donc, on va continuer ce qu'on avait laissé tantôt, parce qu'il nous reste à voir des choses ici, évidemment. Donc, donne-moi un petit instant, juste que je retrouve ma page ici. Donc, on était rendu, on avait fini ceci, juste ici. Donc, on avait fini les BOMA. Donc, pour résumer, à l'examen final, le mien, là, je parle, il va y avoir des questions BOMA, ça c'est sûr. Peut-être des questions de calcul, peut-être des questions théoriques. Questions de calcul, je vous le dis tout de suite, d'une longueur très, très petite. OK, pas très long. Okay? Peut-être semblable aux questions 11 et 12 que vous avez faites tantôt. Hein, rappelez-vous, les petits calculs, il n'y avait pas de dessin, rien. Il n'y a pas de dessin BOMA dans l'examen. Donc, de ce côté-là, ça vous évite, là, évidemment, là, il n'y aura rien de long de calcul comme vous venez de faire il y a quelques instants. Il n'y aura pas des choses aussi complexes. Ça, c'est réglé. Par contre, la compréhension de la théorie, oui. Exemple, de comprendre qu'est-ce que c'est un utilisable, locative. C'est quoi la différence entre la méthode A et la méthode B de BOMA 2010? Ou alors, je pourrais vous demander, est-ce qu'une cafétéria qui sert à tout l'immeuble est un espace d'immeuble ou un espace d'étage? Comprendre des concepts. Est-ce que l'ascenseur est un espace commun ou une superficie de pénétration? Comprendre des concepts. Même chose pour les escaliers, par exemple. Donc, sommaire, vous le savez, vous l'avez compris, vous comprenez de quoi on parle, c'est ça qui est l'objectif. Mais je n'irai pas avec un gros plan qui vous demande 45 minutes de calcul. Fait que si vous avez compris BOMA, si vous faites vos lectures, vous avez fait les exercices, je vous le dis, les questions BOMA à l'examen final, là, pas ça qui est le plus dur. C'est vraiment ça, pas ça qui est le plus dur. Faites juste bien lire. Bien lire. Okay? Parce que des fois, une phrase, vrai ou faux, l'ascenseur n'est pas une superficie de pénétration. Voyez-vous, c'est une question négative. N'est pas une superficie de pénétration. C'est vrai ou c'est faux? Vous voyez? Fait que juste bien lire les questions, parce que des fois, on peut poser une question au négatif. L'ascenseur n'est pas. Donc, c'est faux. C'est une superficie de pénétration. Voyez-vous? Des fois, on lit trop vite et malheureusement, on fait des erreurs là-dessus. Maintenant, les catégories d'immeubles. Vous connaissez Montréal? Même si vous n'habitez pas Montréal, vous connaissez sûrement Montréal, Québec, Toronto, Vancouver, aux États-Unis, New York, Chicago. Très belle ville. Spéciale, mais très belle ville. Bref, différentes municipalités, villes comme ça, Los Angeles, peu importe. Mettons Chicago. Mettons vous n'êtes jamais allé à Chicago, vous ne connaissez pas ça du tout. Et vous dites, ben écoute, c'est où à Chicago le meilleur spot? Moi, là, je vais ouvrir un cabinet d'avocat. Ben, j'ai un cabinet d'avocat, je vais ouvrir une succursale et je veux vraiment le plus beau quartier. C'est quoi le nom du quartier? Aucune idée. Montréal, si c'est proche de vous, ça vous dit quelque chose. Hein? McGill, de la Gauchetière. Bon, vous avez une petite idée. C'est pas Pointe-aux-Trembles. Je rien contre Pointe-aux-Trembles, mais c'est peut-être pas là qui est le centre le plus hot névralgique commercial de Montréal. OK? C'est un endroit comme un autre, Pointe-aux-Trembles, mais c'est pas le centre. Hein, on s'entend. Fait que pour un marché qu'on connaît, ça va. Mais pour un marché qu'on connaît pas, c'est un peu plus compliqué. Mais dans BOMA, il y a une classification des immeubles qui existent et qui permet en fait, puis je vais vous donner un document dans quelques instants, je viens de me rendre compte, je ne l'ai pas mis sur la plateforme, ça va me prendre 2 petites minutes, je vais aller le placer. L'idée est de dire, bien regarde, on va donner une nomenclature suivant un guide très établi pour classifier nos immeubles en catégorie A, B, C. C'est-à-dire, un immeuble classé A voudra dire dans son marché, et c'est ça qui est très important, dans son marché, parmi les meilleurs immeubles. Puis dans la classe A, il y a même des sous-catégories AA, AAA, mais globalement, je vais dire, moi, mon immeuble, là, je te loue un espace dans un immeuble classé A. Mais comment on le détermine? Je vais vous le montrer. C'est un peu subjectif, mais il y a des grilles de référence. Le locataire éventuel qui vient de New York, OK? Bureau, je ne sais pas quel bureau de New York, qui veut venir s'établir à Montréal. Lui, il ne connaît pas la ville. OK? Il ne sait même pas qu'on a une équipe de hockey, peu importe. Il ne sait rien. Fait que lui, il regarde, il cherche un bureau à Montréal pour s'établir.
S'il voit classe A, B, C, implicitement, ça veut dire que s'il voit classe A et même A supérieur, ben ça lui dit, là, tu n'as pas besoin de connaître McGill, la Gauchetière et tout ça. Si je te dis que c'est un classe A, c'est parmi les meilleurs immeubles de Montréal. Évidemment, il y a une portion d'implicite, sauf que dans le commercial, si tu commences à mettre des fausses lettres, puis à tricher, tu vas te faire brûler. Tu ne pourras plus jamais faire d'opération, tu vas te faire détester. Donc, les gens ont une honnêteté de ce côté-là. Ils évaluent l'immeuble et ils l'annoncent comme ça. Quand vous dites, exemple, une maison, magnifique maison, si elle a passé au feu puis les murs ne tiennent pas, le mot magnifique est un peu violent ici. Donc, quelque part, les courtiers et les propriétaires annoncent leur immeuble selon différentes analyses qu'ils vont faire. Classe A, on est vraiment parmi les meilleurs. Meilleurs spots, meilleurs locataires, les meilleurs revenus. Évidemment, c'est pour les propriétaires qui veulent acheter. Les technologies souvent un peu meilleures aussi. Meilleure facilité au niveau des gardiens, des ascenseurs, des stationnements. Je vais vous montrer les grilles plus détaillées dans quelques instants. Le classe B, quand on dit j'ai un espace ou un immeuble de classe B, on est dans des immeubles un petit peu plus âgés. Toujours bien situés avec des bons locataires, mais qui commencent à être un peu plus fatigués. OK? Au lieu d'être du iPhone 14, c'est l'iPhone 10, mettons. Et un peu plus âgé. Il marche bien, mais c'est un peu plus âgé. Donc, des immeubles qui pourraient être rénovés, qui pourraient être retapés et redevenir classe A, par exemple ici. Vous l'avez vu en architecture? C'est possible. C'est possible, vous l'avez vu en architecture, tout à fait possible. En architecture, on a vu ça. Vous l'avez vu en architecture. Probablement, c'était un ajout qui a été dit parce que c'est pas dans le manuel, je crois, d'architecture, je ne crois pas, mais peut-être qu'il a été donné en supplément de ce côté-là. Classe C. Classe C, ça, c'est les immeubles un peu plus fatigués, moins bien localisés, moins de services également, moins de stationnement, de gardiens, de technologie, plus désuets. Et donc, des loyers moins chers également. Donc, quand le propriétaire et le courtier annoncent son immeuble sur le marché, qu'il soit pour la vente ou pour la location, il pourra mentionner, exemple, un immeuble considéré classe A, classe B, classe C. Et ce qui fait que moi, si je m'en vais à New York, je connais New York, j'ai visité, mais mettons, je ne connais pas New York. Okay? Là, je vois un building, je veux louer un espace à bureau, et je vois qu'il est classé ici, évidemment, classe A. À ce moment-là, je vais le savoir ici, de ce côté-là, que c'est parmi les meilleurs endroits. En contrat de document, c'est pas. Oui, contrat de document avec l'autre professeur de commercial, c'est possible. Oui, tout à fait. Non, Yvan. C'est pas obligatoire. Non. Non. C'est. On n'a pas l'obligation. Sauf que ceux qui veulent utiliser une demande classique. Ce que vous voulez éviter aussi, c'est les innombrables demandes d'informations qui, finalement, les gens se rendent compte que ça ne correspond pas. Pensez aux visites, pensez aux documents à transmettre pour se rendre compte qu'à chaque fois, ce n'est pas l'idéal. Donc, quelqu'un qui veut donner une espèce de classification générale de son immeuble, voilà ce qu'on peut faire. Et ce que je vais faire, je vais mettre sur la plateforme la classification, parce qu'il y a un document qui est disponible sur le web. Ça va prendre quelques secondes. Il est disponible sur le web, donc je l'avais téléchargé. Je vais vous le montrer. Donnez-moi un petit instant ici. Je vais aller l'ajouter. La classe ABC des immeubles. Est-ce que je l'avais dans mon système ici? Non, je vais l'ajouter. Donnez-moi une petite seconde. Ça va me prendre à peu près une minute environ à les mettre ici. Mais c'est visible. Oui, en fait, c'est sûr qu'un immeuble qui est mal situé. Mais mettons, je vous demande, comment s'appelle le quartier, les rues les mieux cotés de Chicago? Il y a des gens qui vont me dire, j'en ai aucune idée, j'habite pas Chicago, connais pas ça. Donc, c'est pour ça qu'en disant, mais c'est un classe A, évidemment. Est-ce que AB existe? Ben, en fait, il n'y a pas dans la nomenclature de Beaumont, ce ne sera pas bien long parce que je fais deux choses en même temps. Donnez-moi un petit instant. Immeuble ABC, je vais juste mettre mon fichier pour que je l'aie ici, ça ne sera pas bien long. Ça sera pas bien long ici. Ce qu'il est mon immeuble ABC. Je vous reviens, Yvan, ce ne sera pas long parce que ça prend un petit temps de conversion. Immeuble ABC, le voilà. Donc, ça va me prendre quelques secondes pour qu'il apparaisse. Il n'y a pas de classification mi-chemin. Fait que c'est votre jugement. Vous pourriez, à la limite, dire immeuble classe B, mais ayant des caractéristiques de classe A, par exemple. Mais je vais vous montrer la référence dans quelques secondes, si je peux juste le faire. C'est un peu long avec SVI, parce qu'il y a à peu près 17 étapes à faire pour mettre un document. C'est à peu près comme lancer une fusée. C'est que ça ne sera pas bien long, je suis en train de le faire là, à l'instant même, classification ABC, et voilà, ça s'en vient. Donc, il n'y a pas de demi-classification,
mais vous pourriez y aller avec le plus probable, finalement. Lequel des deux est le plus probable et y aller de cette façon-là. Le document n'est pas encore disponible, il est en cours de conversion, ça va peut-être prendre quelques minutes, je vais vous le montrer. Et dans le document, je vais vous montrer, il y a des tables, donc des tableaux, et il vous dit, mettons, pour les stationnements, voilà les références. Pour les gardiens de sécurité, ABC. Pour la technologie, ABC. Et donc, vous jugez avec votre client, est-ce que vous avez beaucoup d'ascenseurs? Est-ce que vous avez beaucoup de stationnement? Et c'est comme si on faisait une liste à cocher. Et ça va vous donner quelle classification la plus probable vous pourriez donner à l'immeuble. Donc, je sais pas si ça a fonctionné. Donnez-moi un petit instant, je vérifie si la conversion est terminée. C'est un beau petit document. Donnez-moi un petit instant, je vais l'essayer ici. Il faut toujours qu'il convertisse à chaque fois. Ça sera pas long. Je pense qu'il marche. Et bien voilà. Je vais vous le rendre disponible en téléchargement. Donnez-moi un petit instant. Non, si je me le télécharge moi-même, ça n'aidera pas. Et bien voilà. Et regardez bien dedans. Donc, on voit Beaumont Québec. Beaumont Québec, classification ici des immeubles. Et vous avez, blabla au début, là, je vous laisse, vous lirez si vous voulez. Les gens impliqués là-dedans, donc on voit que c'est pas n'importe qui, donc il y a des gens ici. Donc voilà ici ce qui arrive ici au niveau. Et, ça sera pas bien là si je peux avancer la page. Donc, on explique les catégories ABC avec la sous-catégorie. Ici, évidemment, la classe A peut se subdiviser. Okay? Et là, on explique, évidemment, les critères d'évaluation des classes d'immeubles permettent aux différents acteurs du domaine immobilier d'avoir un discours commun et de faire état des conditions de marché par catégorie de façon plus organique et comparable. Donc, évidemment, et on dit, c'est pas une science exacte. Il n'y a aucune norme officielle. Et donc, voilà ici pourquoi on vous dit, c'est l'approche, c'est le jugement du courtier. Dans le document, on vous explique, on réexplique encore ABC ici, voilà, blablabla ici. Aucune formule définitive pour classer les immeubles. Et voilà. On explique c'est quoi la classe A. C'est un beau document. Vous lirez par vous-même, regardez, grande hauteur, immeuble phare dans son marché. Ça, c'est pas le phare de la place Ville-Marie, là. C'est pas ça pantoute, là. Donc, c'est l'immeuble qui est emblématique, par exemple, à l'intérieur de son marché, des architectures particulières, des localisations, des firmes de gestion, des locataires prestigieux. Vous voyez les barèmes utilisés. Classe A. Classe B, classe C. Donc, inférieure, plus âgée, mais bien gérée. Et classe C, évidemment, de niveau plus faible un petit peu. Technologie obsolète, désuète. Rénovation importante à effectuer. Infrastructure limitée. Mais ce qui suit est encore plus intéressant, pas la conclusion, là. Ça ici, attendez, blablabla, ça. Le tableau qui aide à la classification des immeubles. Donc, vous, en réalité, là, c'est comme si avec votre client, vous prenez un marqueur, là, vous lisez la description générale. Vous lisez l'âge. Et vous regardez l'immeuble de votre client, il tombe de quel bord? Moi, je pense qu'il tombe ici. Je pense qu'il tombe ici. Ah, peut-être qu'il tombe ici. Et on y va comme ça. Et vous avez la construction, la gestion. Et exemple, entretien souvent négligé, meilleure pratique de gestion immobilière, les locataires prestigieux qui attirent des locataires ici de tout acabit. C'est une façon polie de dire des locataires un peu problématiques. Ici, taux de location. Donc, très bon taux de location en dessous, dans la moyenne. Vous voyez? Et ainsi de suite. C'est ça votre grille d'analyse. Les systèmes de l'immeuble, les ascenseurs, la sécurité. Est-ce qu'il y a un gardien de sécurité? Tu sais, quand tu peux rentrer dans un building, in and out, puis il n'y a personne qui te demande ce que tu fais là, pas trop sécuritaire. Il y a d'autres bâtiments à Montréal, tu mets le pied dans le hall d'entrée, le gardien te regarde, tu fais quoi ici? C'est ça. Question de sécurité, l'environnement, les stationnements, et ainsi de suite, les services offerts. Eh bien, toute cette analyse, à la toute fin, vous permet, et encore vous avez vu en introduction, c'est pas une science exacte. C'est jugement des parties en présence. Et comme Yvan demandait, si vous tombez vraiment entre deux chaises, expliquez-le, décrivez-le. Exemple que, oui, l'immeuble est plus vieux, mais la localisation est extraordinaire. Okay? Puis encore une fois, il n'y a pas d'obligation de classifier un immeuble. Mais si vous le classifiez, suivant ce que le groupe de travail ici a déterminé, quelqu'un, exemple, qui ne connaît pas Montréal, mettons, qui viendrait de Québec, je donne un exemple, qui vient de Québec, mais qui ne connaît pas Montréal du tout, il voit classe A, il comprend ce que ça veut dire.
il comprend que c'est parmi les meilleurs immeubles, c'est parmi les meilleures technologies, les meilleurs locataires, les meilleures localisations. S'il voit classe C, il veut mettre un cabinet d'avocats prestigieux, je sais pas, c'est pas la place à mettre ça, sans faire le jeu de mots, comprenez? Donc, bref, et bien voilà. Par contre, un investisseur qui dit, moi, je veux acheter pour rénover et revendre l'immeuble ou le louer, bien, classe B peut être intéressant. Très bien, bon locataire, bonne localisation, mais un peu plus désuet. Donc, un beau potentiel de rénovation et de remise en marché avec des locations plus élevées. Oui? Et bien voilà. Donc, voilà un petit document ici, pas mal intéressant. Donc, je vous le rends disponible. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. J'ai aucun mérite. Là. J'ai trouvé ça sur le web. Donc, ça peut être très intéressant. De Beaumont Canada ici, division Beaumont Québec en haut ici. Donc, voilà ce petit document. Et éventuellement, quand vous allez devenir des courtiers en commercial, vous allez, peut-être même ceux qui ont déjà un accès centriste, mais ne sont pas toujours sur centriste, cherchez des espaces à bureau. Cherchez des espaces à louer à bureau, puis lisez les descriptions. Pas toujours, mais des fois. Des fois, ça va être marqué espace à bureau loué de tant de pieds carrés, mètres carrés, dans un immeuble classé A. Et voilà, classé A, il vient de vous le dire. Et le domaine du commercial, c'est un domaine qui marche beaucoup par le bouche-à-oreille, qui marche beaucoup par les courtiers qui se parlent, qui se connaissent, les courtiers qui font des transactions majeures, et il y a un niveau comment je peux dire ça, pas de sérieux, mais de responsabilité ou de sérieux qui est quand même très présent. Je dirais peut-être pas plus qu'en résidentiel, parce qu'il ne faut pas comparer les deux, mais si toi, tu commences à mettre des immeubles classés C, puis tes annonces classées A juste pour attirer du monde, tu vas brûler ton nom et t'es fait. T'es fait. T'es mort, les gens vont te connaître, puis ils ne voudront pas faire affaire avec toi. Ça va être beaucoup plus sévère. Dans le résidentiel, bon, on met sur centriste, tout le monde voit la maison, il y a des courtiers appellent faire des visites. Tu sais, c'est pas la même philosophie. Je dis pas qu'il ne faut pas être sérieux, il faut être sérieux. Mais en commercial, il y a beaucoup de listings qui ne sont pas sur centriste. Beaucoup, c'est les sites web des agences. Et les courtiers se connaissent, les courtiers se parlent. Ils s'appellent même. As-tu des espaces à Laval? Cherche 15 000 pieds carrés, as-tu quelque chose? Centriste, c'est pour le résidentiel en plus grosse majorité que le commercial, ce qui fait que les gens vont plus faire des recherches par eux-mêmes. Soyez sérieux. Si vous évaluez un immeuble avec la classification, parlez-en avec votre client, jugez au plus probable et vous allez avoir la réponse ici. Puis comme Yvan demandait, au P, expliquez qu'on est entre deux chaises. Mais normalement, quand tu es assis entre deux chaises, il y a toujours, comme on dit, une fesse qui est plus pesante que l'autre. Donc, bref, allez-y quand même au plus probable. Au plus probable. Mais si vous décrivez bien la situation, les gens vont quand même aussi comprendre. Fait que voilà pourquoi on parlait des classifications ABC. Je vous dirais qu'on n'en voit pas non plus grande majorité. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont des espaces en location et qui n'ont pas de classification. Absolument pas. Mais dites-vous que l'étranger, au sens qui ne connaît pas la ville, avoir cette information-là aide déjà à se faire une orientation directement à ce qu'on est parmi les meilleurs quartiers. Tu sais, si je connais Montréal, oui, mais si je ne connais pas Québec ou, mettons, Chicago, comme je disais tantôt, ben là, si je vois un classe A à Chicago, déjà, je sais que c'est un des bons spots de la ville. Évidemment, en me fiant sur la bonne appréciation du courtier de l'autre côté. Il nous reste 6-7 minutes. Je termine avec 6.3 et 6.4. C'était mon plan de la journée pour garder les loyers effectifs nets, donc une autre branche du chapitre 6 avec des calculs pour le prochain cours. Puis finalement, le timing est pas mal bon. Il reste 5 minutes pour parler de ces deux-là, c'est bien en masse. Donc, merveilleux, on est assis sur l'horaire, c'est assez merveilleux. Carnet d'entretien. Donc, prenons un petit exemple. La place Ville-Marie. Est-ce que vous connaissez tout le monde la place Ville-Marie à Montréal? Si vous n'êtes pas de Montréal, bon, vous avez sûrement vu à Montréal, il y a un bâtiment avec une lumière qui tourne autour. Et non, ce n'est pas pour diriger les avions. Non, arrêtez de dire ça. Des fois, les gens disent, ah, c'est pour les avions. Pas en tout. Absolument pas. Ça ne sert pas. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, la place Ville-Marie avec son phare typique, qui est sur le dessus, l'espèce d'immeuble en croix, qui est d'ailleurs un immeuble d'une architecture très particulière. Hein? Ça a une histoire, cet immeuble-là. Et c'est un design assez intéressant. Cet immeuble-là, si je vous demande de le gérer, maintenant je vous demande de vous en occuper. Il y a combien de systèmes de chauffage? Combien de systèmes de climatisation? Combien de systèmes de pompes pour l'eau et des choses comme ça? Combien d'ascenseurs? Combien de systèmes mécaniques? Vous imaginez la liste?
Je ne sais pas quoi qu'il y en a d'ascenseurs là-dedans. Il y en a plus qu'une. Sinon, on va attendre longtemps. Fait qu'imaginez que vous devez gérer ça. Vous êtes le propriétaire ou le gestionnaire. Vous imaginez le mal de tête que ça représente? Toutes les composantes. Déjà, chez vous, vous avez de la misère à gérer votre thermopompe. Imaginez un building comme ça, avec toutes les composantes. Eh bien, dans le domaine du commercial et un peu similaire à la copropriété, parce que dans certaines copropriétés, c'est pareil également, on a ce qu'on appelle un carnet d'entretien. Un carnet d'entretien, c'est l'outil de référence qui permet au propriétaire ou au gestionnaire de s'assurer de l'entretien régulier de l'immeuble. C'est le gros cartable de tout ce qui se passe au niveau des composantes de l'immeuble. Entre autres, vous allez retrouver l'inventaire des systèmes requérant de l'entretien. Vous allez avoir l'identification des systèmes requérant un entretien spécialisé, comme exemple les ascenseurs où tu ne fais pas venir un plombier pour retailler les fils. Okay? Donc, ici, les entretiens spécialisés. Les fiches d'entretien de chacune des composantes. Quand est-ce que les entretiens ont eu lieu? Par qui? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu sais, des petites grilles. Un peu comme quand vous allez aux toilettes chez McDo, c'est marqué la liste de tous ceux qui ont nettoyé les toilettes. Même principe. Quand c'est blanc, pose-toi des questions. Calendrier d'entretien. Calendrier d'entretien, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on doit le faire. Les ascenseurs, faut-il changer les câbles à un moment donné? Faut-il changer les moteurs? Faut-il graisser quelque chose? Faut-il vérifier les airs climatisés, le chauffage? Le registre des travaux d'entretien. Donc, ça va un peu avec la fiche d'entretien, c'est-à-dire que s'il y a eu des travaux, on a changé tel morceau, on a changé ci, on a changé les câbles, tel travaux également ont été faits. Donc, les entretiens et les travaux, ça va tout ensemble. Quand on fait une transaction immobilière, mettons, vous achetez la place Ville-Marie, un exemple, je ne sais pas si c'est à vendre, en tout cas, peu importe, vous voulez l'acheter, peu importe, ben, ça serait le fun que quelqu'un nous remette ça, le carnet d'entretien. Parce que oui, je vais inspecter l'immeuble, j'espère, de point de vue structure, de point de vue plein de facteurs, mais toutes les composantes, on en est rendu où? Imaginez que mettons, 10 ascenseurs, je ne sais pas comment il y en a, mettons 10 ascenseurs sont à remplacer, sont en fin de vie utile. Il y a 10 ascenseurs à remplacer. Ça va coûter combien? Moi, elle m'a pas dit, moi, que les ascenseurs étaient à... Voyez-vous ce qu'on s'en va? Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu le recueil de toutes les composantes, de tous les entretiens, de tous les travaux qui ont été faits, qu'est-ce qui s'en vient. Et donc, dans une transaction, ben, on devrait demander à consulter le carnet d'entretien. Ça serait dans les conditions de la promesse d'achat. Il y a 32 ascenseurs, Yvan. Je ne savais même pas qu'il y en avait 32, vous me l'apprenez. Sérieusement, selon Google, 32. Comment ça coûte? Un seul appareil. Ça coûte une fortune. Ben, une fortune. Ça coûte des sous. Donc, tout cet entretien-là, c'est évidemment des dépenses. Et l'acheteur aimerait être au courant de tous ces éléments-là. Donc, 32 ascenseurs, c'est du stock. C'est vraiment, vraiment beaucoup. En toute honnêteté, j'ignorais qu'il y en avait 32. Ça en fait vraiment, vraiment beaucoup. Donc, eh bien voilà. Pensez aussi à la climatisation. Pensez aussi tous des systèmes de pompage aussi, parce que l'eau pour les toilettes, pour qu'elle monte en haut, là, c'est pas la pression de la ville qui fait ça, là. Il y a des pompes également qui aident à amener tout ça. Il y a tous des systèmes qu'on ignore qui existent. La ventilation, les échangeurs d'air aussi. On ne veut pas que les gens s'empoisonnent. Donc, bref, vous le voyez. Donc, pensez au carnet d'entretien qui est vital lors d'une transaction immobilière pour connaître le tout. Et je termine avec, je dirais, la cousine de BOMA. C'est les normes internationales de mesurage IPMS qu'on ne va pas voir ensemble ici, mais à un moment donné, il a été discuté, on voit les années ici 2013 et suivantes ici, c'est l'idée que, oui, on a BOMA ici en Amérique, on a le Québec, les États-Unis, mais les Japonais, les Russes, bon, pas nécessairement le peuple qui est le problème, peut-être leurs dirigeants, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, partout dans le monde. Les Français, qui sont en grève aujourd'hui, on a vu ça aux nouvelles, je crois, hier soir, en fait, il est en grève là, pour les retraites. Les Britanniques, ben, un peu partout. Qu'est-ce qui arrive? C'est que, oui, on a des bureaux, mais les normes BOMA d'ici sont peut-être pas les mêmes qu'au Japon, parce qu'ils n'ont pas BOMA eux autres, puis en Russie ou en Australie ou peu importe. Ce qui fait que, à un moment donné,
il y a une coalition qui s'est formée pour dire, hey, on pourrait pas penser, et Beaumont fait partie de cette coalition, on pourrait pas penser établir des normes pour tout le monde. Japon, Russie, France, British, Angleterre, British, l'Angleterre, c'est pas le pays, on est parti dans le Royaume-Uni, et donc l'Australie, Canada, États-Unis, et d'en arriver à un système homogène. Donc, c'est work in progress, c'est-à-dire qu'on est en train de développer ça avec le temps. Il y a des normes qui ont été établies qui s'appellent la norme ici IPMSC, et donc, un jour, peut-être, vous verrez des plans qui diront, ça a été mesuré selon IPMSC, ou BOMA, comme on a vu ici, mais dites-vous qu'il y a un processus en marche. On ne les verra pas, parce que c'est très technique, et gardez tout simplement qu'un jour, peut-être, vous verrez des normes qui vont vous dire c'est mesuré selon IPMS. Donc, pour le mesurage, et non pas BOMA. C'est sûr que ça va être inspiré beaucoup du principe BOMA, mais peut-être si les Japonais, par exemple, ou les Français, ou les Royaumes-Unis, ou peu importe, ont des améliorations à apporter, bien peut-être qu'on verra un mélange de tout ça un petit peu plus tard. Fait qu'on ne met pas trop d'énergie là-dessus pour le moment. Sachez que ça existe quelque part et qu'un jour, on verra peut-être moins de normes BOMA, mais plus IPMS tout simplement par la suite. Mais pour le moment, on voit surtout que du BOMA. Tout ce qui était déjà construit, les normes, ça a déjà été fait. Les dessins, les plans ont déjà été faits. Donc, c'est sûr que les normes BOMA vont nous suivre de façon majoritaire pour de nombreuses années. Et bien voilà, ça complète pour aujourd'hui. C'est exactement ce que je voulais faire, me rendre au loyer effectif net. Vous allez me placer le pouce vers le haut pour la prise des présences. Je vous libère ensuite. Et au prochain cours, on fait le chapitre 6, la fin. On va faire les loyers effectifs nets, les questions d'amorce et de révision. On va attaquer l'évaluation d'entreprise. Cours d'après, ça va être la comptabilité. Le dernier cours, ça va être fin de la comptabilité et exercice de comptabilité. Et ça sera ciao, bye, fini. Déjà, un cours déterminé. Évidemment, ça va arriver très rapidement. Laissez-moi votre pouce allumé quelques instants. Je vais juste rentrer les statistiques de présence et je vous reviens. Ça ne sera pas bien long. Voilà, c'est fait. Effectivement, Stéphanie, déjà, ça passe extrêmement vite, 60 heures avec toute la matière qu'on a. Vous avez vu, hein, je l'avais dit, c'est un feu roulant, c'est non-stop. Vous arrivez à la fin de la session, tu as l'impression qu'il n'y a rien ça s'est fait en quelques instants. Donc, lâchez pas et commencez maintenant, vraiment important, commencez maintenant l'étude
en fonction de votre examen final. Refaites des hypothèques mises de fonds, refaites des MRB, MRN, refaites les DPA, refaites les gains capitaux parce que ça va arriver vite et l'examen est récapitulatif. Je vous donnerai des conseils rendus à la fin sur les sujets les plus probables de l'examen, mais il faut quand même commencer maintenant. C'est pas dans les 2-3 jours avant qu'il faut refaire la matière au complet. Vous allez manquer de temps. Donc, bon week-end tout le monde. Lâchez pas, étudiez bien et on se retrouve au prochain cours. On est déjà vers la fin. Bye bye tout le monde.